Ok. Bonjour. Ok. Ok. Donc, alors, bonjour, c'est Nathalie Barthes. Je suis coprésidente de la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie et référente sécurité sociale et alimentation auprès du réseau national des CIVAM. Alors, donc, oui, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est la première audition ouverte des caisses communes de l'alimentation. Alors, de nombreuses initiatives inspirées de la sécurité sociale de l'alimentation émergent dans tout le pays. Preuve en est que ce projet répond vraiment aux attentes des citoyens engagés dans de nouvelles formes de démocratie alimentaire. Depuis 2019, le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, réunissant des organisations nationales et des dynamiques locales, travaille sur le sujet. Parmi ces dynamiques locales, les initiatives de caisses d'alimentation se multiplient et commencent à faire réseau. Le projet sécurité sociale s'appuie sur trois piliers: l'universalité, le conventionnement démocratique et un financement basé sur les cotisations sociales. C'est dans cette perspective que les organisations des CIVAM et de VRAC ont répondu à un appel à projet du projet national alimentaire qui nous permet aujourd'hui de mettre en lien ces initiatives afin qu'elles puissent échanger sur des sujets techniques autour de la mise en place d'une caisse. En effet, à l'heure de débats, de réunions, à la suite de projections avec des citoyens qui aimeraient faire émerger une initiative, il y a toujours la question par où on commence, comment on fait. Et on espère qu'avec ces auditions, on va pouvoir répondre à cette question, à ces questions. Par quel bout on va pouvoir en prendre pour pouvoir monter une caisse. Alors, avec ces auditions ouvertes, elles sont là pour tenter de répondre donc à cette question et à favoriser l'interconnaissance pour faire réseau. Donc, je vous souhaite à tous de pouvoir faire réseau. Et toutes, pardon, tous et toutes. Excusez mon grand âge qui n'a pas l'habitude encore. Merci beaucoup Nathalie. Et oui, en effet, du coup, ça répond à un enjeu de mieux connaître ces auditions ouvertes. Là, c'est la première avec la Caisse de Montpellier. Et l'idée, c'est de se retrouver mensuellement pour qu'il y ait une nouvelle initiative de caisse qui soit présentée. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir montrer la diversité qu'il existe entre les caisses de l'alimentation, que toutes ne suivent pas la même voie, et de montrer cette diversité-là et pour les participantes, de poser des questions un peu plus opérationnelles, techniques, sur comment on fait, en fait, dans les faits pour monter une caisse. Et du coup, je vais laisser la parole à l'équipe de Montpellier qui, du coup, le programme, c'est d'avoir un peu une longue présentation de ce qui se passe et comment s'est montée la caisse alimentaire commune de Montpellier. Et ensuite, de vraiment vous laisser la parole pour poser des questions, les questions qui vous animent dans vos projets aussi. Je vous laisse la parole, Montpellier. Merci. Alors, je vais essayer de m'appuyer sur un petit PowerPoint que vous a fait d'accompagnement. Je vais essayer de voir si ça marche. Oui, ça devrait marcher. Par contre, j'aurais un peu du mal à voir s'il y a des sollicitations, des... Voilà, donc Alexia, n'hésite pas à nous interrompre. Bonjour à toutes et à tous. On va donc lancer ces auditions ouvertes donc avec la présentation de la Caisse alimentaire commune de Montpellier. On ne sait pas trop bien quel format donner à cette présentation. On va essuyer un peu les plâtres et puis euh, vous n'hésitez pas à mettre des questions soit dans le chat, soit lever la main, soit interrompre. C'est bienvenu. Donc, on va faire cette petite présentation. Je crois qu'on est deux, trois de l'équipe, on est même quatre de l'équipe de la Caisse alimentaire commune. On va plutôt essayer de se répartir la parole à deux, trois. Il y a moi, donc Marco Locorato, moi je travaille à la Fédération régionale des CIVAM en Occitanie, et donc on est l'une des deux structures à l'origine du projet donc avec l'association VRAC Ecosinas, adhérente au réseau VRAC. Et après, donc il y a Charles Bonin, qui je ne vois pas apparaître, mais qui se présentera lui-même. Charles? Oui, j'ai pas mis la caméra parce que j'ai des soucis de batterie, donc je basculerai sur mon téléphone ensuite, économiser au maximum. Charles Bonin, salarié de l'association Caisse Alimentaire Commune, et plus spécialement en charge de tout ce qui a trait à cotisation, allocation et outils de transfert numérique avec le pilotage de la MONA. Euh, voilà. Et donc peut-être vous dire, pour commencer, alors je ne sais pas s'il y a Kylian aussi dans le participant qui va Si, je peut-être suis aussi... là. Je sais pas si on Ah, m'entend bien. Si. super.
Ouais, Je fais très la bien. compte de l'équipe. Tu veux te présenter? Ouais, pas de souci. Alors, Kylian Valois, moi aussi, je suis salarié de la caisse, donc je fais partie de l'équipe d'animation. Et je suis plus spécifiquement sur le volet animation des participantes et participants. On a une troisième collègue qui est chargée de mission, qui est Oran, qui n'est pas dans cette visio aujourd'hui, qui elle, s'occupe plus de l'animation du comité. Donc, on présentera un petit peu tout à l'heure comité citoyen et participant, mais normalement, c'est des notions qui vous parlent bien. Et donc, moi, je suis plus sur ce volet animation de l'ensemble des participantes et participants. Et donc, en ce moment, c'est beaucoup sur la question de la mobilisation des nouveaux participants à la caisse. Et donc peut-être pour terminer aussi, il y a Mathilde Corfu qui travaille aussi en lien avec le projet d'OCAS que je laisserai présenter. Et après, on démarre avec la présentation. Ouais, je suis là. Bonjour, Mathilde Corfu. Oui, du coup, je travaille avec les agriculteurs d'un GI2E, qui sont 5 aujourd'hui, donc un GI2E de maraîcher bio, dans le but d'approvisionner les magasins de la caisse, notamment. Voilà. Parfait. Et donc, on va démarrer une présentation assez rapide. On va se donner 45 minutes de présentation pour laisser au maximum la place aux questions. Ça va pas être simple de tenir dans les 45 minutes parce que le projet est très dense, mais on va tout essayer. Déjà vous dire que la plupart des éléments que vous allez voir un peu visuellement, en fait, c'est tout simplement un copier-coller des éléments que vous pouvez retrouver sur le site du projet, donc qui s'appelle Territoire à vivre Montpellier, donc sur l'URL tav-montpellier .xyz. Et dans la page d'accueil, il y a deux grands documents. Un qui est plutôt un livret pédagogique pour prise en main politique, qui retrace un peu l'histoire et les hypothèses d'action du projet de caisse alimentaire commune. Et un deuxième document qui est plutôt orienté avec une approche recherche, et qui est le résultat de 2 ans de suivi-évaluation et du projet porté, donc projet de recherche et de suivi-évaluation porté par un conseil scientifique d'une dizaine de chercheurs qui ont accompagné la réflexion et aussi évalué les impacts de la caisse alimentaire commune. Donc, on va peut-être commencer. Donc, vous dire que l'histoire de la caisse alimentaire commune. Alors là, j'arrive pas à modifier. Ah oui, c'est par là que ça se passe. Donc, la naissance du projet de caisse alimentaire commune date du printemps 2021. Donc, on est dans le cadre du projet Territoire à vivre, qui était un projet à la base national qui réunissait 5 grandes structures associatives dans l'idée de construire un plaidoyer et aussi des stratégies d'action pour de nouvelles solidarités alimentaires à l'échelle des territoires. Donc, c'est un projet qui était porté par 5 structures nationales sur 4 territoires, donc 4 métropoles, Lyon, Marseille, euh, euh, Toulouse et Montpellier, et qui nous a permis donc de démarrer un travail de coopération territoriale, nous à l'échelle de la métropole, porté donc par 2 structures, comme je disais, la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie, pour laquelle je travaille, et l'association GRAC Ecocinas, et donc avec la participation de Pauline Scherer, qui est sociologue intervenante, qui a notamment mis en place le cadre de recherche-action, qui est un des éléments fondamentaux du projet de caisse alimentaire commune. Si je devais résumer au maximum, c'est à la fois le projet de caisse, c'est à la fois un projet de recherche-action, donc vraiment avec cette posture de tout le temps d'être dans une vision un peu réflexive des choix qui sont faits et de mesurer les impacts des hypothèses et aussi des actions qui sont mises à l'œuvre. Et après, on est aussi sur une dimension très importante pour le projet qui est la notion d'expérimentation, qui voilà, se relie beaucoup voilà, à la posture de recherche-action, qui est globalement de ne pas anticiper trop les étapes et de voir le processus se construire et à fur et à mesure se donner les moyens aussi de le modifier, de le changer, et aussi d'être dans une forme un peu co-construite du dispositif. Donc c'est vrai que au début, en 2021-2022, on n'avait pas exactement en tête, on ne savait pas exactement la forme que ça allait prendre, ce projet. Donc on n'avait pas forcément en tête l'idée de caisse alimentaire commune, mais c'est vraiment le travail assez long et assez confortable, je dirais, du programme Territoire à vivre qui nous a donné des objectifs limités
mais aussi des moyens pour mettre en place un projet de territoire, un projet de coopération. Et donc, nous, ça a pris la forme tout d'abord de la constitution d'un collectif de coopération, d'associations et d'organisations du territoire, qui de près ou de loin travaillait sur les questions d'accessibilité, de transition agricole, qui portait des initiatives de solidarité alimentaire. Et donc, on a constitué un collectif très hétérogène, à la fois fait de structures de solidarité alimentaire, des structures plutôt orientées production agricole et voilà, développement agricole, donc des structures de la production du système alimentaire, des structures sociales de solidarité, donc à la fois certaines inscrites dans les dispositifs d'aide alimentaire, mais pas que, et des acteurs de la recherche, et ensuite des acteurs plutôt économiques. Je pense notamment à la monnaie locale qui a joué un rôle central dans le démarrage de l'expérimentation. Et ensuite, une invitation aux collectivités locales, tout d'abord la ville et la métropole, qui ont fait le choix nous, on a invité à prendre place dans ces collectifs de coopération au même titre que les autres associations, en disant venez co-construire avec nous le dispositif, plutôt que d'être dans une seule position de financeur d'un projet. Et donc, ce collectif de coopération, il s'est réuni régulièrement, hein, pendant plusieurs mois. Et comme vous le verrez dans l'écran, sur l'écran, il y a eu différents sujets qui ont été mis à l'œuvre. Le travail qu'on a fait, c'était de faire un constat de qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qui était réalisé, qu'est-ce qui était mis à l'œuvre sur les territoires, sur les questions de solidarité alimentaire, sur les questions de connexion entre les enjeux agricoles et de solidarité alimentaire. Et du coup, on a commencé à fur et à mesure à dégager des chantiers et ensuite des objets qu'on a mis au travail. Je pense notamment à la question de la création d'une monnaie alimentaire, en tout cas d'un outil de gestion pour relier les consommateurs, donc les habitants mangeurs et les points de vente et producteurs. Il y avait une forte attente sur la question de la structuration filière et aussi de la montée en compétences dans les commandes, dans l'approvisionnement alimentaire, notamment dans une logique de dépassement des mécanismes classiques de l'aide alimentaire. Et après, il y avait aussi une forte volonté du collectif de impulser une dynamique de démocratie alimentaire en mettant les citoyens au cœur d'une réappropriation des enjeux du système alimentaire et aussi d'une reprise, euh, disons, concrète du pouvoir sur les systèmes alimentaires. Et donc, c'est à fur et à mesure des séances de travail où on a commencé à élaborer un schéma d'expérimentation qu'on est arrivé à, comment dire, euh, la, à dessiner un schéma d'expérimentation qui est finalement la caisse alimentaire commune. Et la caisse alimentaire commune, disons, a deux grandes sources d'inspiration. Une qui est très locale, qui est l'expérimentation à l'été 2021 de bons d'achat dans un quartier qui est le quartier de Selleneuve, porté par une association, par la rencontre entre une association de quartier qui est l'Esperluette et les marchés paysans euh, du, du quartier, qui consistait à mettre en place des bons d'achat au moment de la rupture disons, au moment de la pause estivale dans la mise en place d'un groupement d'achat qui favorisait l'accès à l'alimentation d'un certain nombre de familles du quartier. Et en fait, euh, pendant la pause estivale, on a expérimenté la création et donc de bons d'achat de la valeur de 5 euros qui étaient donc proposés aux familles à l'achat de 1 euro par bon d'achat, et qui permettait effectivement de faire le lien et d'aller acheter sur les marchés de producteurs. Et cette initiative a été un peu
source d'inspiration pour les projets de caisse alimentaire commune, parce qu'on a senti qu'avec ce mécanisme, on avait à la fois un impact sur les producteurs en vente directe sur le quartier, à deux niveaux, hein. Sur la période estivale, là où le marché est fréquenté plutôt par des personnes ayant, disons, des moyens, qui partaient surtout en vacances, et certains producteurs, ils se trouvaient avec un pic de production, et donc le fait de pouvoir rentrer dans ces dispositifs leur assurait une continuité de revenus, et de l'autre côté pour les familles. Et donc ça, en plus de l'impact, disons, social sur le quartier et la diversité du public sur le marché, tous ces éléments-là ont un peu inspiré comment dire, l'idée de caisse alimentaire commune, et donc la volonté de monter un peu en puissance ce mécanisme, d'où la question de travailler sur une monnaie et de travailler sur les liens avec les producteurs. Le deuxième source d'inspiration du projet, je dirais effectivement, c'est le projet de sécurité sociale de l'alimentation, que vous connaissez très bien. Donc avec cette idée d'avoir une approche universelle dans l'accès à l'alimentation, de baser voilà, un mécanisme de cotisation qui permet à chacun de participer en fonction de ses moyens, et ensuite et surtout, je dirais, la question du choix en connaissance de cause des points de vente à travers le conventionnement démocratique. Donc, ce qui en ressort de tout ça, c'est effectivement un schéma d'expérimentation dans lequel on a différents objets, hein. Vous le voyez, il y a l'AMONA, donc la monnaie alimentaire, qui est un outil de gestion pour le lien entre les habitants expérimentateurs de la caisse et les points de vente, et on rentrera un peu plus dans les détails par la suite. Ensuite, la mobilisation citoyenne en prévision et dans le but de créer un comité citoyen de l'alimentation, donc une instance de gouvernance du budget de la caisse qui décide effectivement et du conventionnement des points de vente et des mécanismes de cotisation et de l'entrée des expérimentateurs, et qui finalement vient expérimenter, vient mettre en pratique les trois piliers de la sécurité sociale de l'alimentation, donc conventionnement, cotisation et universalité. Universalité dans le sens où, avec les moyens qu'on peut avoir dans une expérimentation, tout le monde ne peut pas participer. Et donc, comment on structure une expérimentation avec le maximum de personnes, avec les moyens dont on dispose. Et effectivement, la création d'un budget collectif avec voilà, la recherche de financement à la fois public, privé, et la mobilisation de cotisations et contributions citoyennes, et ensuite un circuit de distribution conventionné décidé démocratiquement par le comité citoyen. Et derrière, tout un travail de réflexion et d'action sur les questions de mutualisation dans les approvisionnements. Et on verra par la suite quelles sont nos hypothèses là-dessus. Le résultat, c'est qu'on a effectivement 370 foyers participants, dont 47% qui vivent sur les seuils de pauvreté. Un comité citoyen formé de 61 membres aujourd'hui, qui a démarré à 47 et qui s'élargit dans une deuxième phase à 61 membres. Une cinquantaine de points de vente, donc, dont une trentaine de producteurs en vente directe. On reviendra sur les effets de ces 2 ans d'expérimentation sur le système alimentaire. Ce qu'on observe, c'est une cotisation moyenne de plus de 50%. Donc, nous, le choix qui a été fait par le comité citoyen, c'était un budget de 100 euros par foyer. Et effectivement, depuis le démarrage de l'expérimentation, aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans que la caisse alimentaire commune fonctionne. On a une cotisation moyenne de 50%, donc de plus de 50 euros. Ce qu'on voit aussi, c'est, disons, comme chiffre clé, c'est que 80% des dépenses réalisées avec la MONA vont sur des produits bio, et que 20% sont plutôt du budget MONA est consacré à de l'achat de fruits et légumes. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments aussi qui ressortent très fort dans le document de recherche-action, dans les documents de, de recherche qui est, encore une fois, sur le site Internet.
Euh, dernière focus sur la question de la gouvernance qui a, disons, des instances de gouvernance qui se sont créées dans cette première phase d'expérimentation. Comme je vous disais, à la base, un collectif de coopération, d'associations et structures du territoire qui se constituent de façon informelle. La création et donc l'animation d'un comité citoyen par les membres du collectif de coopération, un comité scientifique qui donc vient observer et suivre les impacts de la caisse sur différents axes d'intervention et d'observation. Et ensuite, je dirais un comité institutionnel qui a été pensé vraiment comme un espace, un laboratoire de changement de politique publique qui est composé des représentants, disons, des collectivités locales, mais aussi de l'État, dans le but de voir comment le projet de caisse venait impacter ou changer un certain nombre de réflexions autour des politiques publiques en matière de transition agroécologique et d'accessibilité. Donc, on va peut-être vous présenter un petit focus sur le comité citoyen de l'alimentation. Là, je sais que c'est peut-être Kylian ou Charles qui vont prendre le relais. Je vous laisse. Ouais, ce sera moi. Vous m'entendez pas? On t'entend. Du coup, ce sera moi. Je vais faire un petit point en fait assez rapide T'es un parce peu que haché par contre, Kylian. ah, j'essaie autre chose. Hop, j'essaie autre chose. Attends, j'arrive tout de suite. Ah, oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Est-ce que là, comme ça, c'est bien? Oui, c'est bien. Ok, très bien. Du coup, je vais faire finalement assez rapide puisque bah, tu as déjà pas mal parlé du comité citoyen. De rien, Marco. Merci beaucoup. Du coup, le comité citoyen, c'est une instance de gestion de l'enquête qui est représentée donc par 61 habitants et habitantes de la métropole de Montpellier. Initialement, les 45 premiers membres sont issus d'un processus de mobilisation dont on parlait, Marco. Et on peut parler un petit peu de mission Est-ce principale. que, En fait, pour peut-être Kylian, est-ce que tu peux essayer de décaler ton téléphone? J'ai l'impression que ton micro, il est un peu obstrué et du coup, on t'entend pas très bien. ouais. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Faut que tu T'entends un peu rapproches, je légèrement. pense. Tout à l'heure, on t'entendait mieux, Kylian. Est-ce que là, ça marche mieux? Oui, Oui, là, ça va. Ok. Bon, pour moi, ce sera un peu galère parce que je m'entends en écho, mais tant que vous m'entendez, c'est le principal. Ok. Du coup, non, attendez, je vais couper ça. En fait, c'est vraiment affreux. Non, t'inquiète. Est-ce que là, c'est bon? oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Non, Qu'est-ce que je fais? bon. Allez. Vas-y, essaye. Ok, là, normalement, ça va. C'est parfait. Ok, très bien. Du coup, Marco, tu as déjà pas mal parlé des rôles du comité citoyen. Pour rebalayer un petit peu, donc effectivement, le comité mime un peu à notre échelle, avec le caractère expérimental, les trois piliers de la SSA, puisque donc c'est lui qui décide des règles d'entrée dans l'expérimentation, donc qui vont être les participantes et participants. Donc là, effectivement, on reprend le caractère universalité. Donc il a travaillé au premier échantillon, aux premières personnes qui sont rentrées dans l'expérimentation il y a 2 ans. Donc, tu as déjà un petit peu parlé de qui composait l'expérimentation avec les trois voies d'entrée qu'il y a eu. Ensuite, il décide, évidemment, donc ça a été une de ses missions principales du conventionnement, donc quels commerces vont entrer dans l'expérimentation.
avec une grille de conventionnement qui a été établie par le comité citoyen après étude des partenaires du collectif Territoire Libre qui étaient point de vente. Donc ça, Charles vous présentera un petit peu après, parce que du coup, il y a la grille qui vous sera présentée. Et ensuite, il y a la partie cotisation. Donc, c'est le comité citoyen qui a défini une des règles en fait, basiques de fonctionnement de l'expérimentation, enfin, principale, qui est que la cotisation, elle est à montant libre, autodéterminée, avec quand même un guide d'autodétermination du montant de cotisation, qui vous aussi par la suite. Et le pendant de cette partie cotisation, c'est la partie allocation, donc nombre de monarques reçus. Et donc ça, c'est également le comité citoyen qui a décidé initialement qu'il y aurait 100 monas reçus par personne, et c'est une personne par foyer, peu importe la composition réelle du foyer. Et donc c'est également le comité citoyen qui a décidé de remettre en question cette règle-là pour la deuxième phase de l'expérimentation, donc c'est-à-dire à partir de maintenant. Et donc pour que le nombre de monas reçus s'adapte à la composition familiale, 100 monas pour un foyer d'une personne, 150 pour un foyer de deux personnes, 180 pour un foyer de trois, et 220 pour un foyer de quatre personnes. Marco, t'es allé. Est-ce que tu peux mettre le PowerPoint là où il était? Tu veux que j'aille où? Bah, j'étais toujours sur la slide 9 en fait, mais c'est pas grave, je vais le mettre dessus. T'inquiète, je regarde pas ce que tu projettes. Hop. Du coup, qui compose ce comité citoyen? Donc, c'est initialement 47 habitants, aujourd'hui 61. Initialement issu d'un processus de mobilisation sur le terrain en lien avec les partenaires du collectif Territoire à vivre au départ. Donc là, là on parle de 2022. Et initialement, sa composition, donc il y a, comme vous pouvez voir sur les slides, il est très majoritairement féminin. Je ne vais pas vous balayer toutes les caractéristiques parce que vous les voyez, mais ce qu'on peut dire, c'est donc qu'il est très majoritairement composé de femmes. Et également, il est fortement composé de personnes en situation de précarité, donc, parce qu'il y a 45 personnes, 45% des personnes qui ont des difficultés à finir le mois. Ça, c'était une volonté en fait. Il n'y a pas eu de, contrairement à l'entrée des participantes et participants dans l'expérimentation, il n'y a pas eu de tirage au sort pour rejoindre le comité citoyen initialement. Par contre, il y avait ce critère de la précarité. On voulait que le comité citoyen soit composé de personnes, en bonne partie de personnes qui ont une expérience, qui ont vécu la précarité ou qui la vivent encore. Et donc, le processus de mobilisation s'est fait en s'appuyant sur des acteurs de terrain qui évoluaient notamment en quartier politique de la ville, en QPV, pour justement avoir la garantie d'avoir un comité citoyen varié, notamment du point de vue de la précarité. Et donc, on voit également qu'il y a 28% des membres du comité citoyen qui ont, en tout cas, qui avaient à ce moment-là recours à l'aide alimentaire. Donc, une fois ce premier comité citoyen formé, il a eu tout un programme de travail, en fait. Il s'est mis au travail en octobre 2022. Là, vous pouvez voir tout le programme. Je ne vous balaye pas l'intégralité des séances parce que vous allez avoir le document et donc ce ne serait pas très intéressant. Mais ce qu'on peut dire, c'est que initialement, le travail qui a été mis en place au sein du comité, les premières missions, ça a été d'abord d'apprendre à se connaître, à se faire confiance, à créer ouais, une confiance commune et aussi un vocabulaire commun pour pouvoir échanger les uns avec les autres et se faire confiance puisque on allait partager des vécus, des questions assez personnelles, notamment de vécus de précarité, etc. Donc des choses qui peuvent être difficiles à partager. Et donc c'était essentiel voilà, d'apprendre à mieux se connaître et à se faire confiance les uns les unes avec les autres. C'était beaucoup aussi de séances thématiques. Donc là, vous pouvez voir, il y a eu les inégalités sociales et la précarité en lien avec l'alimentation, la démocratie participative, le système alimentaire. Et donc ça, c'était des séances non, c'est plutôt, ouais, pardon, la séance 2, le 3 et la séance 4, donc qui sont des séances vraiment thématiques où il y a eu des apports de connaissances, donc vraiment dans une logique d'éducation populaire, des apports de connaissances pour qu'on ait tous voilà, un langage commun, une vision commune aussi de ce qu'était l'alimentation, bien sûr avec nos spécificités parce qu'on a des vécus différents, mais qui puissent servir de base au travail du comité. Et très vite également, il a fallu décider comment est-ce qu'on allait prendre des décisions. Ça, vous verrez le processus de prise de décision, il sera présenté par Charles aussi par la suite. Donc ça a été vraiment les grands enjeux au départ. On était sur un rythme qui était plus soutenu à l'époque, puisqu'on avait 2 séances de comité par mois, de octobre à janvier, puisqu'on savait qu'on devait lancer la caisse alimentaire commune assez rapidement. Donc voilà, c'était vraiment les grands enjeux de ce moment-là. Euh, Se mettre un petit peu d'accord sur des bases thématiques et une vision de l'alimentation durable en ayant les apports d'expérience de chacun, se faire confiance, savoir comment on allait prendre des décisions et puis assez vite comment allait fonctionner de manière opérationnelle la caisse. Et donc ça, c'est les modalités qu'on vous a déjà présentées avec cotisation libre et autodéterminée. Donc
création du guide d'autodétermination du montant de cotisation, 100 euros, enfin 100 mona par mois, etc. Voilà ce que je voulais vous présenter sur le comité citoyen principalement. Maintenant, ce comité citoyen a été renouvelé, donc il a été renouvelé en octobre 2023. Cette fois-ci, on a fait un tirage au sort parmi des volontaires dans les participantes et participants. Donc, on a envoyé un appel à participation aux différentes personnes qui participaient à la caisse. Donc, des volontaires ont répondu à ce questionnaire et ensuite, on a fait un tirage au sort sur la base de l'âge et du revenu pour essayer de conserver un comité citoyen varié et également pour ne pas perdre de vue la composante précarité ou plus d'éloignement en fait de nos réseaux et pas être sur un comité citoyen composé uniquement de militants et militantes, comme ça pouvait être le cas, enfin, comme c'était quand même pas mal le cas au début. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais pour essayer de s'éloigner un petit peu de ça. On a également contacté des personnes qui ont été orientées par partenaires vers la caisse et, euh, et donc qui étaient des personnes en situation de plus grande précarité qui ont été orientées par plutôt des acteurs de l'action sociale, par exemple les services sociaux du département ou des dispositifs d'accès au logement social pour des personnes qui étaient à la rue. Voilà ce que je voulais vous dire en gros sur le comité citoyen. Et je vais devoir vous quitter. Je suis désolé, je quitte un peu précipitamment cette visio parce que j'ai un autre rendez-vous juste derrière et du coup je pouvais vous présenter que ça et après c'est Charles qui prend le relais. Voilà. Mais le programme du comité citoyen, enfin, vous avez tout qui est indiqué dans le PowerPoint. On continue le programme, on continue les séances à raison de une par mois. Sur la slide de 13, vous avez les dates des prochains comités, mais vous n'avez pas les thématiques. Mais c'est des choses qui sont en travail et donc les grands chantiers du comité citoyen à venir vous seront présentés par mes collègues. Merci Merci. à tous pour votre écoute et bonne journée. Merci, Kylian. Euh, du coup, Charles, est-ce que tu prends la suite sur la présentation? Je pense qu'on va aller assez rapidement sur On la... va accélérer un peu, je vois, ouais, je vois Oui, les là temps passent pour laisser vite. place aux questions. Et donc, euh, oui, donc l'un des premiers travaux du comité citoyen, ça a été l'élaboration du guide d'autodétermination de la cotisation. Et bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que, à ma connaissance, il y a pas mal d'expérimentations qui sont dans un cadre aussi de cotisation autodéterminée, etc. Voilà, nous, voilà, pour rappel, c'est une autodétermination euh, sans justificatif, avec la difficulté constatée de pouvoir se placer se positionner sur bah, je suis à tel niveau euh, de précarité et de pouvoir mettre une cotisation en face. Donc le comité citoyen a essayé de dresser un guide d'aide avec différents repères sur lesquels les personnes peuvent réussir à se positionner en fonction d'un revenu mensuel, d'un budget disponible ou autrement appelé reste à vivre, une fois que toutes les charges mensuelles doivent être payées, ou d'un budget, Non, 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 non. C'est des goyots, alors reste là. ou d'un budget alimentaire euh, à domicile. Et donc, ce qui fait que voilà, ça reste dans le cadre d'une expérimentation. Donc, les personnes peuvent avoir une fourchette plus ou moins grande qui indique une cotisation suggérée, où elles vont ensuite être libres de se positionner et s'engagent à cotiser ce montant sur 3 mois. Après, bien sûr, des possibilités de modification, puisque les parcours de vie, les évolutions professionnelles, prennent en compte les évolutions professionnelles. Euh, donc là, on est dans un cadre de cotisation. Je vais vous donner les perspectives un petit peu de la phase 2. Mais avant ça, on est sur un bilan de phase 1 sur la cotisation citoyenne avec un financement citoyen autour de voilà, 56% de financement citoyen de la caisse. En fonction du panel qu'on va regarder, on va avoir une cotisation en valeur absolue qui va osciller entre 55 euros et 65 euros. En gros, ce panel, c'est les différentes stratégies de recrutement qu'on a mis en place pour faire rentrer les gens dans la caisse. On a les membres du comité citoyen, on a les gens tirés au sort dans notre appel à participation
sur laquelle on a récolté des données de revenus, d'âge, et qui sont là pour essayer de constituer notre panel représentatif de la ville de la métropole de Montpellier. On n'a pas réussi à tendre vers cette représentativité, mais à chaque fois, on fait un effort d'aller vers cette représentativité. On a des, on a des manques au niveau des catégories à plus haut revenu, on a des manques par rapport aux personnes les plus jeunes, une sous-représentativité, et on a une surreprésentativité de personnes plutôt à niveau de diplôme élevé et investies dans les réseaux militants. Et on a un autre panel qui correspond à la stratégie d'aller vers qu'on a eue pour des personnes qui seraient éloignées, qui n'auraient pas pu rentrer de cette manière dans la caisse, et qui sont ce qu'on appelle les personnes rentrées via partenaires sociaux, et donc qui sont en situation de multiple précarité et qui vont du coup plutôt cotiser faiblement généralement. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des moyennes, si on prend l'ensemble des participants participantes, à 55 euros de moyenne de cotisation, et 65 si on prend quelque chose qui tend plus vers une représentativité. Puisque comme Kylian l'a dit, on a 47% de personnes en situation de précarité dans l'ensemble des expérimentateurs et expérimentatrices. On a sinon une dernière chose sur les chiffres de la phase 1 qui est assez intéressante. Sur une bonne partie, on a leurs informations sur le revenu, et donc on a un taux de cotisation de 4 et quelques pourcents. Donc, c'est-à-dire qu'en moyenne, les gens vont cotiser 4% de leurs revenus déclarés par part. Donc, tout est sur base de déclaratif. La composition familiale, la tranche d'âge, la déclaration de revenus, tout est sur base déclaratif avec différents questionnaires. Et on a, tout comme la cotisation, pas de justificatif demandé et de contrôle de notre part. Euh, Perspective phase 2, on a déjà un petit peu parlé de ça. Constat, après les constats de la phase 1, il y a eu un souhait d'augmenter l'impact de l'allocation perçue dans les foyers, et pour plus de justice sociale aussi, prendre en compte la composition familiale dans la distribution dans le reversement de l'allocation. Donc, on travaille à une grille découpée en différentes typologies de foyers, avec une personne engagée dans l'expérimentation 100 MONA, deux personnes 150, trois personnes engagées dans l'expérimentation 180 MONA, et puis 220 MONA pour les foyers engageant quatre personnes ou plus dans l'expérimentation. Ce qui fait que voilà, on va jouer sur une allocation moyenne, pardon, de 140 MONA sur la phase à venir, si on tend vers une représentativité en termes de composition familiale. Voilà. Après, pour toutes les autres précisions, pour avoir ça dans les questions sur voilà, les enseignements phase 1 et les perspectives phase 2. Ok, Euh, si. on peut passer à la suite après les cotisations. Euh, autre pilier, du coup, travaillé, et ça a été le deuxième chantier du comité citoyen, c'est le conventionnement. Donc, le conventionnement, on a trois hypothèses pour travailler ce conventionnement. Conventionner l'existant, accompagner à la transformation et à la transition d'épicerie de quartier, par exemple, et favoriser, appuyer l'émergence de nouveaux lieux là où il n'y aurait aucune offre. Création de groupements d'achat dans des zones plutôt qui peuvent être qualifiées de désert alimentaire, etc. Pendant la phase 1, on a surtout travaillé sur conventionner l'existant, avec un comité citoyen qui s'est attelé de manière itérative
fabriquer une grille au cours des entretiens de conventionnement en prenant en compte différents critères, accessibilité, qualité environnementale et santé, relation avec les producteurs, mais aussi engagement dans la gouvernance des salariés, l'éthique de la structure et puis la relation avec le projet qu'on leur proposait entre simple opportunité commerciale et adhésion au projet politique de la caisse. Voilà, il n'y a pas un critère qui va être si aucune structure ne peut répondre à l'ensemble des critères, donc il n'y a pas de critères disqualifiants, et c'est plutôt un prétexte à la discussion et avec les citoyens et à l'appropriation des enjeux autour de la caisse. Les étapes de juste rester un tout petit peu sur le diapo d'avant, merci Marco. Les étapes de conventionnement, elles sont multiples, il y a plusieurs chemins d'entrée, mais de manière générale, il y a une cartographie qui est faite des points de vente potentiels avec ensuite des membres du comité citoyen qui s'emparent d'un point de vente et qui vont pouvoir constituer un petit groupe qui va aller les visiter et discuter avec eux avec ce guide d'entretien, cette grille. Et ensuite faire un retour en fait en plénière au comité citoyen une fois par mois, qui sera validé ou non en plénière, ou alors le comité citoyen peut demander des éclaircissements, une contre-visite, etc. Pour les producteurs, le processus est un petit peu accéléré et un petit peu simplifié. Voilà, dans l'objectif de les faire attendre, d'avoir une lourdeur un peu moindre auprès des producteurs. Et à ce moment-là, une fois que le conventionnement est acté par le collectif, il y a un enregistrement du coup technique à l'outil de transfert Mona qui permet aux producteurs d'acter leur participation, leur intégration au réseau conventionné et aux expérimentateurs, expérimentatrices de pouvoir aller dépenser leur allocation Mona dans ce réseau. On peut passer, voilà, quelques chiffres que vous retrouverez. Il y a 12 commerces alimentaires, mais de différents types. Il y a des magasins bio, groupements d'achat. Il y a des producteurs en direct, alors on ne sait pas trop comment les définir, transformateurs, artisans. Ça passe de boulanger, stand de crêpes, galettes sur un marché, rôtisserie, etc. Il y a différentes choses et il y a eu différentes entrées dans le conventionnement. Ah, il est tombé. Alors là, vous devez m'entendre. Oui, ça va. J'ai pris le relais sur mon téléphone puisque je n'ai plus de batterie. Et donc, je disais que voilà, il y a différentes entrées, différentes temporalités des différents commerces dans l'entrée dans le réseau conventionné. Euh, Je passe pour la la suite parce que je pense qu'il faut qu'on accélère un tout petit peu. Ok, on accélère. Et donc, juste pour finir sur le conventionnement, perspective conventionnement en phase 2, c'est vraiment d'axer notre énergie sur les deux autres hypothèses. Donc, pour rappel, l'accompagnement de commerce type épicerie de quartier dans une évolution vers des pratiques définies comme plus saines, plus durables par le collectif et appui à l'émergence du nouveau lieu de distribution alimentaire de qualité. Je vois que le diapo suivant, c'est sur l'outil Mona. Je pense qu'il y aura pas mal de questions. J'ai déjà eu certains d'entre vous en direct sur ces questions-là. Donc, la Mona, c'est un outil de transfert monétaire qui a été créé avec l'appui de la graine, avec toutes ses compétences en termes de gestion de flux, etc., et de trésorerie sur ces questions, et mise en relation avec un écosystème qui est plutôt à l'origine situé dans l'écosystème monnaie locale, avec la fédération Koinos, qui est en fait le logiciel Mona. Le Koinos, c'est un logiciel libre, donc libre d'accès. Et donc nous, on a pris cette base plutôt utilisée par les monnaies locales, où on a
pas mal travaillé pour le rendre opérationnel pour notre expérimentation type SSA. Et, euh, et ensuite, mis en place des développements spécifiques. euh, et je me suis perdu dans le déroulé. Et donc, bon, peu importe, cet outil, ensuite, il est utilisé par exemple par d'autres territoires où c'est intéressant. On peut commencer à mutualiser des développements, notamment avec la Gironde. On a voilà, des travaux en cours sur ça. Ils ont pris notre base et puis ils l'ont améliorée et ils l'ont adaptée à leur architecture de projet. Et aussi, il y a des développements qui peuvent nous concerner sur les deux territoires. Et on a par exemple mutualisé un développement sur tout ce qui est paiement récurrent par carte bleue pour que les personnes pour que les personnes n'aient pas à penser tous les mois à cotiser pour provoquer l'allocation Mona. Voilà, on pourra détailler par la suite s'il y a des questions, mais sur cette interface, c'est une appli web où chacun a son interface. Il y a une interface utilisateur pour les expérimentateurs, une interface pour les points de vente. Et c'est eux qui ont à utiliser l'interface pour encaisser les acheteurs. Et puis, il y a des interfaces comptoirs qui sont en fait les lieux où les personnes peuvent venir cotiser en espèces ou en chèques et poser leurs questions sur toutes les difficultés par rapport aux enjeux, à la compréhension de l'expérimentation, mais aussi aux difficultés face au numérique. Donc, c'est des rôles indispensables qu'il y a à avoir, même si on a une application la plus ergonomique possible. Il faut pouvoir avoir une présence forte humaine pour pouvoir accompagner des personnes qui seraient plus éloignées du numérique pour entrer dans l'expérimentation. Ok. Je reprends la suite pour essayer de rattraper le retard du début. Donc, comme je vous disais, un des axes qui avait été identifié au départ, c'était vraiment la question d'accompagner notamment les points de vente et d'autres initiatives sur les territoires sur les questions d'approvisionnement. Comme disait Charles, l'hypothèse que la caisse puisse à la fois soutenir l'existant, transformer et créer de nouveaux espaces, effectivement, on demande un temps d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un volet qui est en train de se structurer de plus en plus autour de la caisse sur la question de l'approvisionnement. Deux, trois exemples. Il y a effectivement, depuis que le projet est mis en place, des logiques de coopération qui ont commencé à se voir entre les structures, notamment sur des logiques d'approvisionnement, donc des échanges, des tuyaux qui nous permettent d'identifier comme un enjeu de massification de la demande qui pourrait être comment dire, propice à la structuration de l'offre. Et donc, on est vraiment dans cette logique de dire on s'appuie sur les lieux existants sur le territoire, euh, identifiés donc par le comité citoyen. Sur ces points de vente, on émet, points de vente et producteurs, on émet une hypothèse de coopération qui va notamment prendre forme dans l'idée de structurer sur la métropole une logique de décentralisation des achats, avec notamment un outil de commande groupé et qui favorise la logistique. Ça a pris aussi la forme cet été d'un partenariat entre un groupe de maraîchers qui effectivement font partie de GI2E, donc groupement d'intérêt économique et environnemental, qui sont sur la métropole et qui identifient des problématiques, notamment commerciales, qu'on est en train de travailler dans une logique de commun. Et donc de liens ces maraîchers, ils se sont mis en lien, donc on a créé ce lien-là avec les groupements d'achat de produits secs du réseau VRAC, et on voit bien que euh, voilà, la caisse a facilité, on va dire, on tente de faciliter des liens faibles, parfois déjà existants, mais faibles, entre les structures des territoires. Et donc aujourd'hui, une des hypothèses qu'on a autour de la caisse, c'est plutôt de partir de la structuration de demande et des logiques de mutualisation, notamment dans l'appui à la création de nouveaux espaces de vente
On pense à des groupements d'achat, on pense à des AMAP, mais aussi des boutiques autogérées, aussi des supermarchés coopératifs, en tout cas des initiatives dans lesquelles les citoyens soient au cœur du projet et qui puissent massifier la demande et donc impacter sur l'offre et sur la structuration de l'offre. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un changement aussi de paradigme pour des réseaux de développement agricole pour lesquels moi je travaille, de partir de la dimension citoyenne pour voir de quelle façon ça impacte la structuration de l'offre. Et j'accélère, je sais qu'on va très rapidement être en retard, mais je vais quand même y aller. En parallèle de tous ces travaux, il y a quand même une réflexion qui est centrale dans le projet, qui est en fait que le modèle économique qu'on peut avoir autour du projet de caisse. Alors, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais vous avez les éléments donc du budget de caisse de la première phase d'expérimentation. Donc, on a à la fois voilà, tout ce qui est ingénierie de projet, mais aussi budget caisse. Euh, mais je voudrais peut-être prendre quelques minutes pour vous parler des chantiers qu'on envisage. Donc, on a autour de la question, en fait, la question du modèle économique, nous, on la vit pas tant comme la nécessité d'aller chercher un équilibre sur le budget caisse entre des surcotisants et des sous-cotisants. Voilà, ça, c'est une question qui nous préoccupe moins. La façon dont on essaye de poser le questionnement économique, c'est plutôt de démontrer les impacts positifs et les externalités positives du projet de caisse sur les territoires, sur la structuration filière et sur l'accès à l'alimentation. Et donc, c'est comme ça vraiment qu'on essaie de le réfléchir. Euh, Dans les pistes de travail, effectivement, on a la question de la cotisation, de l'expérimentation de cotisation d'entreprise, qui répond aussi voilà, à cette logique d'élargissement du périmètre des expérimentateurs, aussi dans des endroits, dans des lieux qui nous sont peut-être moins simples à atteindre. En parallèle, on a fait un travail avec certains points de vente sur leur participation et donc on est en train d'aboutir à une guide d'autodétermination de la contribution des points de vente. Et en fait, tout simplement, dans ces objets-là, on essaie de reprendre la réflexion qui a été portée dans le comité citoyen autour de la cotisation des citoyens. Et donc, on essaie de reproposer un peu la même logique, de dire on ne va pas obliger les points de vente à contribuer, mais on va leur proposer une modalité d'action et de contribution. Et donc, on est plutôt parti du même principe que tous les points de vente qui sont conventionnés ne sont pas de la même nature, ne sont pas de la même taille ni avec les mêmes modèles économiques. Certaines sont à but lucratif, certaines ne le sont pas, sont plutôt à but non lucratif. Et donc, il serait, bon, on penche plutôt sur l'idée que chacun il puisse participer en fonction de ses moyens avec une contribution, donc une cotisation volontaire et autodéterminée. Sauf que le pas qu'on a fait de plus, c'est de dire plutôt que réinvestir ces budgets, donc ces contributions dans le budget de la caisse, et donc dans les budgets alimentaires, de la caisse alimentaire, on va constituer une caisse parallèle, une caisse d'investissement qui va réunir des financements qui sont notamment de la contribution de points de vente, mais peut-être pas que, et qui vont nous permettre de constituer un autre espace de décision, un autre espace de gouvernance, des décisions démocratiques sur les investissements qu'on pourrait faire collectivement sur le territoire. Et donc, on voit émerger dans le projet de caisse à Montpellier une caisse alimentaire avec une cotisation citoyenne et une caisse d'investissement pour la transformation des systèmes alimentaires portée plutôt par un collectif de coopération. Enfin, je dirais principalement, potentiellement par un collectif de coopération. Et voilà, donc ça, c'est un peu cet objet qui est en train d'émerger à Montpellier d'une caisse favorisant la transformation des initiatives et du système alimentaire et agricole. Peut-être juste pour terminer, encore 3-4 minutes, on prend des retards, mais je pense que ça vaut la peine, pour vous dire qu'effectivement, l'expérimentation à Montpellier était pensée pour une durée de 12 mois, donc sur l'année plutôt 2023. On s'est rendu compte qu'en fait, les financements qu'on avait trouvés, en plus
des cotisations qui étaient plutôt à 50%, ils nous ont permis de tirer l'expérimentation jusqu'à décembre 2024. Donc, on a finalement comment dire, une expérimentation de quasi 2 ans qui a pu se mettre en place grâce à cet apport de cotisation. Et entre-temps, dans la deuxième année, c'est-à-dire année 2023-2024, on a été un peu à l'origine de la recherche d'un financement plus important auprès de l'État dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt de l'État dans des dispositifs France 2030 qui est opéré par la Banque des territoires et qui nous a permis de nous réunir un consortium avec une quinzaine de partenaires, dont des partenaires institutionnels, des partenaires économiques sur le territoire de la métropole, pour mettre en place un projet qu'on appelle le projet Terrasol, donc territoire alimentaire et agricole solidaire, et qui vise effectivement à mettre en synergie tout un tas d'actions, soit d'actions publiques, soit économiques, au profit d'une vision partagée des solidarités agricoles alimentaires. Et donc, ce projet a été lauréat au printemps 2024 et donc nous donne la perspective d'expérimenter la caisse pendant 5 ans. Alors, avec quand même quelques réserves qui sont émises sur le modèle économique de la caisse, et donc la possibilité de montrer qu'à échéance 2029, on sera en capacité de faire perdurer l'initiative. Mais il reste quand même un dispositif de financement intéressant parce qu'il viendrait apporter 50% du budget de la caisse et du fonctionnement de la caisse, fonctionnement de la structure qui porte aujourd'hui l'expérimentation, mais aussi qui nous permet de faire un pas de plus dans les hypothèses qui sont émises autour du projet de caisse. 3 exemples, je dirais la question du conventionnement et donc l'idée qu'à travers le conventionnement et la caisse, on puisse changer les paysages alimentaires. En fait, on s'est rendu compte que c'est un enjeu qui est absolument partagé par les collectivités locales, notamment la métropole, qui porte aujourd'hui un projet de transformation des paysages alimentaires. Et donc, on voit qu'il y a une continuité de travail qui peut se faire aussi bien dans l'écosystème du projet caisse que dans les cadres de Terrasol, en partenariat avec la métropole. Autre exemple, encore lié au conventionnement, l'idée que la caisse puisse favoriser l'émergence d'initiatives et de lieux d'accès à l'alimentation et d'éducation populaire, et bien en fait, on s'est rendu compte que c'est aussi, comment dire, en continuité d'un projet politique de la ville de Montpellier, dans la mise en place de maisons de l'alimentation solidaire. Et donc, on voit effectivement une continuité de travail entre les hypothèses qui sont aujourd'hui de la caisse et qui sont portées par les associations et les citoyens engagés dans les dispositifs de caisse, mais qui viennent s'articuler notamment avec des politiques publiques. Voilà. Et donc, le projet Terrasol en quelques lignes, c'est effectivement le fait de travailler sur 3 dimensions de solidarité, une solidarité citoyenne, et donc avec la caisse comme dispositif central, une solidarité entre les territoires, donc voir comment on met en place des dispositifs de lien et de soutien notamment à des territoires de production et territoires nourriciers. Dans le dispositif Terrasol, il y a 2 projets d'abattage mobile qui seront financés dans le cadre de ces projets. Et donc voilà, comment on fait du lien avec les filières et comment on fait du lien avec des territoires nourriciers. Et enfin, une notion de solidarité entre les acteurs du système alimentaire. Encore une fois, la notion de solidarité, voilà, dépasse largement une vision un peu ancienne des dynamiques de charité, je dirais, et qui vient plutôt définir la solidarité comme des liens d'interdépendance entre des acteurs du territoire. Donc aujourd'hui, vous avez là un certain nombre d'actions qui sont donc présentes dans ces projets, un peu un projet cadre sur le territoire de Montpellier, là où la caisse effectivement devient objet central, favorisant les solidarités alimentaires, mais qui viendrait aussi dialoguer, se construire en lien avec des projets plus économiques de transition agricole et des projets de recherche et des projets des actions de politique publique
déjà à l'œuvre. Voilà, donc c'est une perspective qui pour nous est très intéressante, qui d'ailleurs nous semble pouvoir être nous semble qui intéresse l'État dans ce financement dans cette idée qu'en fait l'État pourrait apporter 50% sur les financements de caisses et d'expérimentation de caisses à l'échelle nationale dans une logique de cofinancement à 50%. Voilà. Donc les résultats de l'expérimentation de caisses à Montpellier où on a réussi sans forcément beaucoup d'efforts à maintenir une cotisation moyenne de 50%, je pense que ça a été un élément déclencheur du financement de l'État dans la poursuite du travail de caisse. Voilà. Si ça vous va, vu qu'on est bientôt à 1 heure, on a dépassé de 10 minutes, je vais m'arrêter là et puis on va peut-être passer euh, on va passer aux questions-réponses. Super, merci beaucoup Marco, Charles et Kylian qui est parti, mais on vous remercie quand même. Il y a 3 questions déjà dans le chat. Peut-être on peut commencer par celle de, je pense, Jean-Loup, qui est plus chronologique la chronologie de la construction d'une caisse, qui demande, lors de la phase de constitution du collectif, vous y êtes pris comment concrètement? Est-ce que vous avez fait des conférences, des ateliers? Quelle communication vous avez mis en place? Alors, Tu vas-y. prends? Allez, je prends. Mais je ne sais pas de quel collectif on parle. Donc moi, je vais parler du comité Constitution Comité Citoyen. Euh, c'est le travail de mobilisation, il s'est fait par plein d'actions qui peuvent être des ciné-débats, des pique-niques dans des parcs, des invitations à des goûters dans des parcs, des balades alimentaires. Euh, et, et donc voilà, le comité citoyen s'est réuni, on s'est retrouvé donc avec l'équipe de caisse qui a changé un peu depuis, mais l'équipe de pilotage caisse, on s'est retrouvé voilà, en octobre 2022. Voilà, on avait donné rendez-vous à différentes personnes qu'on avait vues peut-être qu'une fois un seul pique-nique, mais d'autres qu'on avait vues à répétition. En octobre 2022, on a fait le pari. On est arrivé un samedi matin et on s'est dit, bah, voilà, tout notre effort de mobilisation, qui est-ce qui va conduire à venir? Et donc, il y a les premiers membres du comité citoyen qui sont arrivés et qui se sont réunis donc, quasiment toutes les 2 semaines au début de octobre 2022 jusqu'à janvier pour travailler les différentes règles du jeu. Et en fait, pour faire ces différents événements de mobilisation, on s'est appuyé sur le réseau de partenaires qu'on avait dans le collectif qui s'appelait à l'époque Territoire à vivre, et donc qui est composé d'associations, de structures de recherche, de la ville et métropole. Et donc on s'est appuyé sur ces différentes structures, des structures plus de travailleurs sociaux, pour proposer différents événements multipliés sur le territoire en termes d'espace et de temps, pour pouvoir petit à petit répéter ces rencontres et avoir notre embryon de premier comité citoyen. Et je crois que la question concernait aussi le recrutement des expérimentatrices. Donc pour la deuxième partie, bah vas-y Marco, je te passe le relais. Non, sur la deuxième partie, en fait, là, disons on l'a montré tout à l'heure, mais il y avait comment dire, il y a eu 3 entrées, on va dire, des expérimentateurs. D'abord, les membres du comité citoyen, donc il y en avait 47. Ensuite, on a fait un travail, notamment avec des partenaires sociaux.
On avait aussi envie, à travers le projet de caisse, d'activer des mécanismes de réflexion qui soient notamment autour du lien entre les structures sociales et les projets de caisse. On porte notamment un partenariat avec le département de l'Hérault, notamment sur l'action sociale pour voir les mécanismes d'intégration des personnes accompagnées par les départements au sein de la caisse. Mais surtout, avant tout, je pense à un travail de réflexion de qui va rentrer dans la caisse au regard des moyens que nous avons d'expérimentation. Et donc, on a fait plutôt le choix d'un tirage au sort sur la base d'un panel représentatif de la métropole. Donc, on a fait une communication très large, notamment avec des actions de mobilisation dans les réseaux partenaires de solidarité, dans lesquels on a demandé aux personnes de répondre à quelques questions pour pouvoir identifier les caractéristiques des foyers qui souhaitaient participer à l'expérimentation. Ah non, cela pour vous dire que le tirage au sort n'a pas été une méthode facile à choisir, c'est-à-dire que ça a posé énormément de questions, aussi bien au comité citoyen à l'écosystème du projet Caisse, parce que c'est quand même pas simple de devoir décider de cette façon. Mais le choix a été fait de façon à pouvoir montrer une grande diversité des expérimentateurs, donc un tirage au sort. Les personnes répondaient à des questions qui étaient plutôt le revenu global du foyer et un niveau d'âge. Donc on a vu qu'en fait la population sur la métropole, il y a quatre grands quartiles de revenus. Donc ça nous semblait intéressant de couper en quatre disons les entrées des expérimentateurs en fonction des revenus, et ensuite en trois niveaux d'âge. Donc moins de 30, plus de 60 et 30-60. Et donc il y a un positionnement individuel des expérimentateurs. Et ensuite, là où il y avait plus de participants, de demandes de participation, on a dû faire un tirage au sort. Et là où il y en avait moins, en fait, on a dû aller chercher des personnes avec des profils pour maintenir une représentativité sur l'expérimentation. Et ces choix a été faits dans une logique de concertation entre différentes instances. Tout d'abord, le comité citoyen qui a proposé. Il y a eu un dialogue aussi avec certains membres du conseil scientifique et ensuite la validation finale du comité citoyen. Et donc, ce sont les 274 personnes qui sont rentrées de cette façon. Super, merci. Il y avait une question de Thomas de Saint-Étienne qui demandait, lors du passage de la phase de préparation de l'expérimentation à son lancement, est-ce que vous avez des conseils à donner en ce qui concerne l'équilibre entre la continuité des comités existants et le renouvellement des instances? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Vas-y, Charles. Bah, pareil, j'allais dire, je suis pas sûr de. Je me permets de prendre la parole Ouais, direct, super. si ça vous dérange pas. Nous, on est en plein là-dedans, là, à Saint-Étienne. Donc, on a un comité de pilotage d'une dizaine de personnes qui se réunit depuis 2 ans. Et on a des groupes de travail qui gravitent autour de ça. Et on prépare sur les 2 mois qui viennent bah, le lancement réel avec une arrivée notamment d'environ 25 personnes nouvelles. Et on veut pas juste que ce soit des cotisants, on veut aussi qu'ils rejoignent la gouvernance et qu'ils participent. Et donc, sur les équilibres à trouver entre, je vais un peu caricaturer quoi, mais laisser la place pour les nouvelles énergies, qu'on puisse avoir du sang neuf un peu, sans pour autant bah, perdre la vision qu'on pouvait avoir sur ces choses-là. Peut-être pour simplifier un peu la question, est-ce que vous avez des idées de combien de temps ça prend pour que quelqu'un soit un peu acculturé à la caisse et à son fonctionnement? Et est-ce que vous avez entre guillemets, des ratios, quoi, garder au moins 50% des anciens pour faire rentrer des nouveaux, ou des choses comme ça. Je simplifie, hein, forcément, mais Ouais, non, mais la question est Ça, pertinente. C'est vrai que sur le comité citoyen, on a commencé à 47. Et après, au bout d'un an et quelques, on a commencé à faire rentrer de nouveaux membres. On est passé plutôt de 50 à 60, on va dire, pour grossir un peu. Et avec cet enjeu, effectivement, du passage de témoins,
l'enjeu de la compréhension du projet par les membres entrant dans le comité citoyen. Et aujourd'hui, on se pose la question effectivement d'avoir un mandat plutôt de 2 ans dans le comité citoyen avec des entrées régulières et donc un renouvellement à 50%. Mais je dirais qu'il n'y a pas forcément de grands secrets à part le fait de maintenir une continuité du travail et de pouvoir à chaque fois être assez fidèle dans les comptes rendus, dans le partage du travail fait, dans la clarté voilà, du positionnement politique. Voilà. Et tout ça, ça demande du temps, quoi. On est carrément dans ces questionnements là en ce moment, puisqu'on voilà, on constate, voilà, on a fait une petite enquête auprès des membres du comité citoyen, s'ils voulaient continuer, s'il y en a qui voulaient partir, s'ils voulaient partir, s'ils étaient prêts à accompagner les nouveaux qui allaient rentrer. On est en plein dans ces questionnements sur la méthode pour pouvoir intégrer un renouvellement de membres dans l'instance de gouvernance. Et, euh, et voilà, comment faire, quels outils et comment et avec des points de vigilance à ce que on ait toujours voilà, une certaine diversité dans le comité citoyen, que ça soit pas que des personnes au capital culturel ou appartenant au monde militant qui arrivent à prendre le wagon en route et qu'on puisse embarquer tout le monde, mais euh, sans pour autant devoir refaire exactement ou d'une manière ressemblante. En gros, la première slide du programme du comité citoyen que Kylian vous a montré, c'était toute la partie en fait construction d'une connaissance commune autour des enjeux sur le système alimentaire et ses défaillances. Et donc voilà, on a ces questions-là et avec un point d'attention aussi à pouvoir vraiment embarquer tout le monde avec des comités citoyens qui peuvent glisser vers une technicité de plus en plus importante du fait voilà, de nouveaux conditions, par exemple, budgétaires avec le programme Terrasol. Donc voilà, faire des comités citoyens thématiques et des groupes de travail où chacun puisse se retrouver. Donc il faut qu'on trouve des idées, et une des idées pour l'instant qui a été proposée, c'est vu qu'on a la chance d'avoir pu capitaliser à l'occasion du séminaire du 4 décembre sur à la fois un livret de recherche et à la fois un livret pédagogique qui est le diaporama qu'on vous a projeté, de pouvoir peut-être arpenter collectivement avec les nouveaux et les nouvelles ce livret pédagogique dans les premières séances, inventer un système de parrainage, marrainage, même si j'aime pas trop le terme. Bah voilà, on n'a pas de réponse, mais juste des points de vigilance qu'on a déjà pu constater pendant le premier renouvellement, et donc à essayer de renouveler sur ce deuxième renouvellement, puis sur le troisième, etc. Merci Après, beaucoup. voilà, ça, c'est vraiment sur la partie comité citoyen. Si je devais ajouter sur l'implication des structures, un conseil qui a été une hypothèse forte de coopération du départ, nous, on a fait le choix au début de l'expérimentation de coopération. Donc, ce qu'on peut appeler un comité de pilotage, hein. On a fait vraiment le choix d'être le plus transparent possible. Le site que vous avez dans le chat aujourd'hui voilà, est très très chargé, mais au départ il était bien plus sobre, moins de documents, mais ça a permis effectivement de mettre des comptes rendus très exhaustifs de toute la phase d'élaboration, avec des comptes rendus qui étaient parfois très très longs, mais qui ont permis à des nouvelles structures de rentrer facilement dans les projets. C'est-à-dire, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est répertorier au maximum les démarches et les intentions, et puis mettez-le à disposition le plus large possible. Voilà. Et de la façon la plus transparente. Et nous, on a eu des structures qui sont rentrées en cours de route, à qui on a proposé de faire des temps de travail
spécifiques pour qu'ils rattrapent les trains et ils nous ont dit, mais en fait, il n'y a pas besoin. On a pris le temps de lire les documents sur les sites. C'est bon, on est dedans, on a compris. Voilà. Donc, sous les comités citoyens, c'est vraiment des enjeux d'accompagnement qui peuvent être particulièrement complexes lorsqu'on embarque aussi des personnes éloignées de nos sujets. Sur les collectifs de coopération, ce qui est l'implication des structures, c'est plutôt un conseil de partage et de transparence, quoi. Thomas, tu avais une autre question sur plutôt les commandes groupées. Peut-être que tu veux la poser à l'oral pour que ça soit plus clair. Ouais, bien sûr. Merci pour la première réponse. Et la deuxième question, elle découle d'une impression par rapport à ce que vous avez dit, donc peut-être que mon impression est pas bonne, mais concernant les projets ou initiatives qui peuvent être soutenus pour mieux mailler le territoire, donc aller dans des endroits où il n'y a rien en termes de conventionnés. J'ai l'impression que ça tourne beaucoup autour de systèmes de commandes groupées, sans donner leur nom en spécifiquement, mais on peut imaginer des systèmes qui tournent autour de la précommande et de la livraison à un point précis. Est-ce que mon impression est bonne? Est-ce que ça tourne beaucoup de ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres types d'initiatives qui sont soutenues pour justement aller trouver les réponses aux trous dans la raquette quand on n'a pas de solution pour un quartier, pour une commune, pour des choses comme ça? Bah, moi, je dirais qu'on n'a pas de solution clé en main. L'hypothèse qu'on fait, c'est que les structures qui sont dans l'écosystème caisse et qui portent, voilà, qui sont dans les collectifs de coopération, on, on expérimente des modèles qui peuvent être réplicables. Je pense notamment, nous, on a un supermarché coopératif qui fonctionne très bien, qui après 4, 5, 6 ans d'existence, ben, atteint un modèle économique qui lui permet d'envisager notamment l'accompagnement de notre territoire. On a des initiatives d'épicerie autogérées dans une commune qui aussi ont une vocation et qui ont envie de diffuser le modèle. On sait qu'il y a des modèles d'AMAP qui peuvent être accompagnés dans des quartiers, des groupements d'achat. Nous, pendant le Covid, côté Sivam, on avait modélisé un site qui s'appelle Solalim, qui notamment découle d'un projet de solidarité alimentaire et qui est un système libre de précommande de lien avec des producteurs. Donc voilà, nous, on n'a pas forcément une idée très claire de ce qu'il faut appuyer sur les territoires. C'est plutôt de dire aujourd'hui les formes de démocratie alimentaire qui sont à l'œuvre existent et sont réplicables. Et en fait, on met plutôt, moi, mon approche, c'est plutôt de dire, on peut s'appuyer sur l'existant pour mailler le territoire. Et aussi, je rajouterais, dans ce que je comprends un peu dans la question, je rajouterais s'appuyer aussi sur la demande pour mailler le territoire, là où on a fait le constat on a fait le constat que sur, par exemple, une zone, un quartier à Montpellier, on avait historiquement un marché paysan qui était conventionné, qui était dans le collectif de coopération. Euh, où en fait il y a il y a peu d'expérimentateurs là-bas qui vont dépenser leur monnaie parce qu'en fait le tirage au sort a fait que les expérimentateurs sont répartis de manière assez disparate sur le territoire. Là, dans notre stratégie d'appel à participation, on a choisi de zoner un petit peu et de choisir deux zones en particulier, dont ce quartier, en faisant l'hypothèse que on pourra, avec des expérimentateurs plus nombreux, mieux répondre aux attentes de points de vente déjà conventionnés, mais aussi, du coup, provoquer peut-être des intérêts et des regroupements autour de réflexions, autour de, par exemple, création de groupements d'achat, etc. Je dis ça parce qu'on a fait la tentative dans certains quartiers d'appuyer
des émergences citoyennes autour de créer un nouveau lieu en phase 1, mais en fait, on avait peu de ressources vives puisque c'était un endroit où on avait peu d'expérimentateurs. Donc là, en choisissant d'aller euh, zoner un petit peu notre stratégie d'appel à participation ou de recrutement, on espère aussi pouvoir renforcer un conventionnement dans une zone qui était plutôt dépourvue. Parce que jusque-là, on est très concentré sur le centre-ville et avec voilà, une disparité dans la captation des flux économiques de Mona assez importante sur le territoire de Montpellier. Donc, à la fois pour répondre aux points de vente déjà conventionnés qui voilà, reçoivent peut-être pas beaucoup d'expérimentateurs et à la fois pour pouvoir créer autour d'eux d'autres offres alimentaires de qualité. Il y avait une Merci question beaucoup. de Justine et Angèle de Flair. Est-ce que vous voulez poser votre question, Justine et Angèle? Donc nous, on représente Flair en Normandie et on se pose actuellement beaucoup de questions sur le mode de paiement et donc sur la manière dont le logiciel a été adapté depuis le Coinos. Qu'est-ce que ça a demandé en termes de développement, en termes de budget et aujourd'hui, ce que ça demande en termes de suivi opérationnel de votre part avec eux. Merci. Oui, du coup, en termes de... Oui, non, mon micro est branché. En termes de développement, donc malheureusement, je sais pas les chiffres sous les yeux, mais ils sont tous dans le livret pédagogique, si je me trompe pas. Mais donc voilà, il y a différents frais à prendre en compte. Donc il y a déjà les coûts de développement. Il y a eu aux alentours de 15 000 euros pour le développement le développement du Koinos type SSA. Et ensuite, après, bah, il y a des frais de maintenance avec une équipe de développeurs, en l'occurrence CopDev. Et puis d'autres frais liés à, par exemple, la gestion des comptes en banque, mais aussi la gestion de la plateforme de paiement numérique qui permet aux personnes de cotiser en carte bleue, donc voilà, des abonnements à prendre, donc en l'occurrence nous chez Payzen pour avoir des paiements en carte bleue ou des paiements récurrents en carte bleue. Et puis il y a un pourcentage pris sur chaque transaction. Donc voilà, il y a ce détail, Ouais, alors si tu veux, je complète parce que je les ai sous les yeux. tu les as sous les yeux. En fait, en gros, le développement a coûté, le développement spécifique de l'outil a coûté 15 000 euros. On a sur l'année 2023 eu 4 000 euros de maintenance. Alors, nous, on avait un forfait d'accompagnement des développeurs mensuel pour une totalité de 4 000 euros. Pour le fonctionnement de toute l'expérimentation, on a eu 5 500 euros de frais bancaires. Et on a comment dire, défrayé la graine, la monnaie locale, pour son temps de gestion en plus. Voilà. Donc en fait, Sachant euh, que oui, en sachant que aujourd'hui, l'outil fonctionne. Voilà. Par exemple, le travail qu'a fait la Gironde avec l'expérimentation girondine, c'était de reprendre le Koinos tel que nous, on l'avait développé. Et il y a eu des développements spécifiques qui ont été faits à partir de la version Montpellier, on va dire. Voilà. et c'est là ce que disait Marco en termes de chiffres, c'est vraiment en termes de maintenance, c'est vraiment voilà, on est à un minimum. Maintenant, ça va assez vite. C'est 4 heures par mois pour pouvoir assurer la maintenance. Et dans ces coûts, donc quand il parle de la gestion faite par la monnaie locale, la graine, c'était en termes de trésorerie, de suivi comptable, etc.
on n'a pas intégré les coûts qui sont difficilement chiffrables, qui sont par exemple relatifs à mon poste, où voilà, au titre des autres salariés, animateur de la vie démocratique de la caisse, mais un peu plus spécifiquement sur pilotage Mona, et donc pouvoir faire le lien avec les développeurs sur il y a des soucis à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut penser pour améliorer l'ergonomie, pouvoir faire le lien avec les points de vente qui ont du mal à l'utilisation ou à installer l'application web, faire le lien avec les utilisateurs, donc les expérimentateurs, expérimentatrices, le temps qui s'approprie l'outil pendant leur processus d'entrée dans l'expérimentation. Et donc il y a un temps, voilà, il y a un temps et un coût du coup humain, quel que soit l'outil à mon avis, important, important à consacrer, qui peut être un peu périodique. Euh, voilà. Nous, il va revenir là avec l'entrée de nouveaux expérimentateurs et expérimentatrices, mais il y a ce temps humain qui n'est pas dans les chiffres donnés par Marco et sur le livret. Il y avait une question aussi de Nora qui demandait si vous aviez sollicité les collectivités et les mécénats avant de constituer le comité citoyen. Et Bah, le mécénat, je vois pas qu'est-ce que vous entendez par mécénat? Excusez-moi, j'ai perdu la question, j'arrive pas à la voir. Eh ben, Nora, je ne sais pas si tu veux préciser Nora, ta vous question. pouvez préciser, s'il vous plaît? Ok, juste, bonjour et merci Ah, pour non, tout. merci. Non, les mécénats, je ne sais pas si vous avez sollicité un mécénat. J'avais cru comprendre ça à un moment donné, qu'il n'y avait pas eu que des fonds publics. Donc, je voulais savoir si vous les aviez rencontrés avant d'engager, voilà, de rencontrer, avant de rencontrer des citoyens qui étaient prêts à intégrer le comité citoyen. Oui, tout à fait. En fait, ouais, désolé, Pas de maintenant je comprends souci. la question. Effectivement, le point de départ a été la constitution d'un budget. Donc, on avait au départ un objectif de 240 000 euros qui, dans nos têtes, nous aurait permis de fonctionner pendant un an avec 200 familles, 200 personnes, avec un montant de 100 euros par foyer, par personne. Et donc, on avait cet objectif de 240 000 euros. Donc, on a eu le soutien d'abord, effectivement, de mécènes via des fondations. Donc, c'était la Fondation de France, la Fondation Carasso, qui nous ont permis voilà, de consolider ces débuts de budget et donc de demander des financements aux collectivités locales, notamment la ville, la métropole, ensuite la région et enfin les départements. Ce budget-là d'expérimentation qui est arrivé à fur et à mesure a permis de lancer l'expérimentation et donc de vérifier l'hypothèse d'une participation des citoyens à travers le mécanisme de cotisation-contribution. Donc, si je grossis le trait, dans la première phase, ce sont les financements privés qui ont permis d'appeler des financements publics, qui ont permis d'activer une cotisation citoyenne. Alors que là, aujourd'hui, on est dans un autre chemin, on met la cotisation comme point de départ. On a dans la phase 2 d'expérimentation un complément de la cotisation à 50% qui vient de l'État via ce projet d'investissement qui est financé par le secrétariat général de l'investissement. Et du coup, derrière, on a des financements encore de fondations et de mécènes plutôt pour l'ingénierie de projet. Eric, tu avais une question. Je te vois passer sur les personnes éloignées et comment les mobiliser, les faire se sentir légitimes dans le comité citoyen. Oui, merci. juste avant, excuse-moi Eric, après je te laisse la question. Juste avant, j'ai oublié de dire aux Normands et à tous ceux intéressés qu'il y aura un webinaire sur les solutions techniques euh, pour la monnaie, organisé le 13 février à 10 heures, où il y aura entre autres les développeurs de CopDev, mais aussi des développeurs d'autres solutions techniques. Voilà. Malheureusement, je suis pas sûr de pouvoir répondre avant le 13
aux différents mails voilà, des échanges un peu plus poussés sur le fonctionnement de la Mona, mais je vous invite au webinaire du 13. Voilà, j'avais oublié Ouais, ça a été de posé dire dans le ça. chat aussi. Ah, pardon, je vois pas le chat. Bah, excuse-moi, Eric, d'avoir coupé ta question. On te laisse la poser. Pas de souci. La question, c'était comment les personnes éloignées vers ceux qui se sont mis en situation de précarité, mais j'ai déjà pris enfin, justement, peuvent devenir acteurs et pas seulement les militants ou les gens à haut capital culturel, quoi. Et donc, j'ai déjà noté, bah, il y a l'arpentage du livret pédagogique. Donc, moi, je suis un ancien institut, ça m'intéresse d'avoir effectivement un support didactique. Euh, j'ai aussi compris que c'était l'accompagnement et le fait que le temps long, il permettait aux gens de se sentir quelque part non seulement accueillis, mais en confiance. Et puis, bon, j'ai eu une autre idée, mais maintenant, moi, j'ai des pensées qui s'évaporent. Je leur dirai tout à l'heure. Mais si vous avez d'autres choses à rajouter, Ouais, et effectivement, tu as sachez que... t'as plus de réponses que nous, presque, dans ta question. Ah bah, j'ai déjà chopé les réponses, mais s'il y en a d'autres, je suis preneur. Non, c'est une blague, mais je dirais que c'est une question délicate et difficile. On n'a pas vraiment de réponse définitive. Je pense que ce que je pourrais dire, c'est qu'on a une attention là-dessus. Tout d'abord, une attention au fait de la participation dans les comités citoyens, au fait d'adapter non pas les contenus, mais la façon dont on traite des sujets, y compris des sujets qui peuvent être difficiles. Je pense qu'il y a aussi la diversité des moyens d'expression qu'on peut proposer, hein. Je sais que au début du comité citoyen, on était très orienté vers des formes qui s'apparentaient presque au jeu, voilà, de comment on traite des sujets très importants, mais avec des techniques et des méthodes qui peuvent être plus ludiques et moins académiques. Voilà. Je pense que il y a une attention aussi au fait que on soit vigilant à que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà. Et donc d'aller chercher parfois la parole des personnes qui ont moins de facilité à s'exprimer. Mettre en place en parallèle des comités citoyens aussi des dispositifs voilà, des petits projets soit de formation, soit nous on a fait des ateliers, par exemple des ateliers cinéma avec les membres du comité citoyen, avec une série de courts-métrages au début du comité citoyen, justement pour faciliter l'expression des différents sujets autour de l'alimentation. Euh, Quoi dire d'autre? Puis, je pense une attention au fait qu'on ne devienne pas, parce qu'effectivement, comme disait Charles, le travail du comité citoyen tend aujourd'hui vers une dimension très technique. Et donc, voilà, quand il faut travailler des budgets importants avec les équilibres économiques et la sociologie, voilà, on s'attaque quand même à des gros morceaux qui sont pas simples. Voilà, il faut faire attention à que les personnes les plus éloignées de ces mécaniques de réflexion et politique et soient présentes. Donc voilà, nous, on a l'attention là-dessus avec des relances qui sont parfois personnalisées sur le fait de venir, de se sentir autorisé à poser, y compris des questions de compréhension. Bon, voilà, je sais pas, c'est une série de réponses qui en sont pas vraiment. Je sais pas si ça Oui, va. on a une relation assez proche, puisque du fait du faible nombre avec le comité citoyen et de l'ancienneté, on peut, comme dit Marco, voilà, on peut sentir s'il y a des personnes qui ont été détachées, mais qui n'ont pas senti de le dire samedi. On peut, voilà, passer des coups de fil et puis prendre un temps dessus. Là où, hors comité citoyen, on a aussi l'enjeu de faire participer les expérimentateurs et d'embarquer aussi tout le monde, en fait. Et, et, et là, voilà, on a déjà invité des expérimentateurs, je pense au goûter de Noël, pas cette année, mais il y a 2 ans, où on les a invités et on est arrivé avec nos gros sabots tout de suite parler de sujets qui ne paraissaient pas si techniques que ça, mais en fait qui étaient ultra techniques et où ils nous ont regardés avec des grands yeux. Non, nous, on voulait juste venir manger un bout et puis rencontrer des gens, etc.
et donc, pareil, pouvoir faire par étapes. Avec le comité citoyen, on a l'avantage voilà, de pouvoir être assez proche et de pouvoir connaître du fait de l'ancienneté et du parcours qu'on a avec eux assez bien voilà, les personnes et du fait du faible nombre. Et les questions se posent autrement pour 300 et quelques participants, puis bientôt 600 et 800, pour avoir une participation aussi des expérimentateurs et d'embarquer tout le monde, les plus éloignés comme les plus proches des réseaux. Merci, merci. Ben, je trouve que vous développez bien ce qui peut relever d'une posture, quoi, une posture d'attention et puis d'embarquer tout le monde, si je reprends les deux termes que moi j'ai notés en exergue, quoi. Merci en tout cas. Ensuite, il y avait une question de Laetitia. Bah, je vois que tu en as reposé une autre derrière, mais sur la place des producteurs et productrices et globalement des acteurs des maillons des chaînes alimentaires. Est-ce que tu veux repréciser ta question à l'oral, Laetitia? Allô. C'est bon? Oui, on C'est bon. t'entend. Oui, Ok, c'est bon. super. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation hyper intéressante. Euh, Ma question, c'était sur la place des producteurs et productrices dans ce système-là, notamment, est-ce qu'ils font partie, il y en a quelques-uns qui font partie du comité citoyen? Et si oui, comment est-ce que c'est perçu qu'ils soient à la fois éventuellement expérimentateurs, expérimentatrices et qui bénéficient des canaux de commercialisation par le biais de la caisse? Comment est-ce que ça se gère cet équilibre-là? Puisqu'on sait qu'on a quand même pas mal de producteurs, productrices en situation de précarité alimentaire. Merci. Ouais, alors, j'y vais, Marco, là-dessus. On se complète. Vas-y, vas-y. Euh, Pendant la phase 1, prêtez grande attention au comité citoyen et les résultats, notamment de la recherche là, dans le séminaire du 4, montrent différentes captations, des flux MONA, donc plus faibles que ce qu'on pensait par les producteurs, mais aussi de compréhension du projet. Et pour répondre d'abord à la question, il n'y a pas de producteurs qui font partie directement du comité citoyen. Euh, alors que oui, on partage, et le comité citoyen partage ils ont toute leur place. Ils auraient toute leur place dans des instances autour de la caisse, mais il y a la difficulté de pouvoir aller les chercher et de pouvoir, on a constaté, de faire comprendre le, les enjeux et la systémie du projet. Les résultats sont que les deux résultats, moi, que je retiens, c'est que les producteurs souhaitent continuer l'expérimentation, notamment en termes d'opérationnalité, s'il n'y a pas de coût net pour eux, donc ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas là actuellement. Il n'y a pas de frais sur, par exemple, la Mona, etc. Euh, ils souhaitent aussi continuer parce que via cette expérimentation, la majorité a un discours de c'est déjà bien, on arrive à pouvoir donner accès à des personnes qui normalement n'ont pas accès à nos produits de qualité et produits dans le respect. Et donc ils ont beaucoup ce discours autour de la dimension sociale. Le point du coup qu'on veut mettre à l'ordre du jour sur cette phase 2, c'est on a prêté beaucoup attention aux comités citoyens, aux expérimentateurs, il y a encore de l'effort à faire, etc. Et en fait, on veut essayer de créer une communauté, faire effet communauté autour des points de vente conventionnés et aussi du coup des producteurs, et se pose la question comment les intégrer dans des instances de gouvernance pour qu'ils puissent participer à des décisions pour la caisse, mais pour la caisse donc Mona ou la caisse Mangeur, mais aussi donc là Marco va prendre le relais sur d'autres sujets comme la caisse d'investissement ou des sujets de mutualisation d'approvisionnement, etc. Et donc
on n'a pas la réponse. On a essayé de lancer quelque chose en janvier qui a été avorté. Il faut qu'on réfléchisse voilà, une stratégie, entre guillemets, d'approche pour convaincre les producteurs voilà, de prendre un temps qui soit intéressant pour eux et intéressant pour nous pour traiter des sujets qui les concernent directement et qui leur parlent, quoi. Oui, peut-être pour compléter, on est sur un territoire métropolitain, donc l'action est très géographiquement ville. Donc autant vous dire que la participation des producteurs et des paysans est difficile à mettre en place. On a tenté, compliqué. Voilà, manque de temps. Puis je pense qu'il y a aussi un point, je dirais, de point de départ pour le réseau CIVAM ici, qui est de faire un pas de côté, de ne pas partir des producteurs, mais plutôt des citoyens, sans oublier effectivement cette dimension très importante de la précarité agricole. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on finit par travailler dans un deuxième temps, comme disait Charles. Après, les liens sont tissés, c'est-à-dire qu'on a facilité la rencontre avec les producteurs plutôt sur les fermes dans des comités citoyens. Donc, il y a plusieurs comités citoyens qui ont lieu sur des fermes. Donc, voilà, l'intention est liée. Il y a une réflexion aussi du comité citoyen de dire bah, les producteurs aussi sont à précarité, donc ça serait bien qu'ils soient présents, il faut qu'ils fassent partie là-dessus. Mais on a aussi décidé qu'il fallait pas non plus exprimer des catégories socio-professionnelles, je grossis un peu le trait, mais dans le comité citoyen. Et donc on y vient si on est volontaire en tant que citoyen. Et donc à primer plutôt cette approche de les paysans sont aussi des citoyens, s'ils veulent, ils s'engagent et ils ont leur place autant que les autres. Par contre, aujourd'hui se pose la question effectivement de les pousser un peu plus à expérimenter et donc d'imaginer des formes de participation à la caisse des producteurs. Voilà. Après, voilà, c'est plutôt des liens opérationnels qu'ils attendent. Donc, la création d'un GI2E sur les questions de commercialisation en lien avec la caisse, avec derrière l'idée de dire mutualisation et voir, pourquoi pas, dans un deuxième temps, planification des cultures pour répondre à une demande des points de vente qui seraient structurés et qui permettrait aux producteurs effectivement de gagner en temps d'efficacité et y compris en santé mentale, j'allais dire. En tout cas, voilà, de voir comment une coopération des points de vente peut impacter une coopération des producteurs. Voilà, ce sont les hypothèses sur lesquelles on travaille, mais on est très conscient que la participation des producteurs, elle est plutôt faible. Après, voilà, nous, on fait aussi le pari de parler d'acteurs du système alimentaire. Et là, pareil, en fait, on a des points de vente et des distributeurs qui font partie du collectif de coopération, certains qui sont impliqués et qui accrochent en tant que point de vente conventionné. Et après, plus largement, on a quand même pas mal de sollicitations du monde et je dirais économique. Là, il y a le réseau des professionnels de la bio d'Occitanie qui veut discuter avec le projet de caisse à Montpellier pour voir un peu les connexions, donc ce sont les entreprises bio. Voilà, comment on commence à sentir qu'il y a des liens à tisser avec les acteurs du système alimentaire. Mais encore une fois, il faut qu'on ait quelque chose à proposer. Il faut qu'on ait, y compris parfois, des rapports de force. Et je pense qu'on attend plutôt à constituer comment dire, se donner un peu de puissance pour pouvoir dialoguer avec des acteurs qui ne soient pas nos acteurs les plus proches, quoi. Merci. Peut-être que Lise, tu posais aussi une question sur la place des producteurs-productrices. Je ne sais pas si ça a répondu en partie à tes questions, mais si tu veux compléter avec les questions auxquelles Marco et Charles n'auraient pas répondu, je te laisse prendre la parole. Oui, merci. Ça a répondu en partie, en effet. J'avais des questions complémentaires, peut-être sur techniquement la réappropriation de la MONA pour les producteurs-productrices. Et donc, de ce que j'ai compris, les points de vente étaient plutôt des marchés. Il n'y avait pas de vente directement sur les fermes, par exemple. Bah, autour de Montpellier, il n'y a pas beaucoup de fermes accessibles, mais il y en a, je pense, une ou deux qui sont De- conventionnées, qui ont de la vente à la ferme.
Après, oui, c'est plutôt des producteurs qui sont présents sur des marchés. C'est ça, mais une fois qu'un producteur est conventionné et a eu notre visite pour installation Mona et formation à l'utilisation de l'outil, il peut encaisser la Mona sur le marché où on lui a rendu visite pour le conventionnement, mais sur les autres marchés dans lesquels il se rend, et puis aussi s'il a une vente directe. Donc c'est le cas, oui, de deux fermes à Montpellier voilà, qui peuvent encaisser les Monas là-bas, mais il y a aussi l'enjeu de visibilité. C'est pour ça que donc on va conventionner euh, producteur par producteur, mais aussi c'est beaucoup plus facile pour les expérimentateurs, expérimentatrices euh, d'identifier des producteurs, des personnes acceptant la menace et de se déplacer sur un marché s'ils savent que une grande majorité du marché est conventionné. Donc c'est le cas par exemple du marché des Aubes ou d'un autre marché à Selle-Neuve, là où les producteurs qui sont à la fois au marché des Aubes, mais dans un autre marché en centre-ville, nous disent bah, dans ce marché de centre-ville, je reçois peu de monde parce que oui, en fait, c'est un très gros marché. Et le marché des arceaux, et en fait, ils sont peu visibles. Il y a pas il y a une toute petite minorité de conventionnés Mona parmi l'ensemble des présents à ce marché de centre-ville. Donc il y a à la Ouais. fois une stratégie producteur individuelle et à la fois penser marché, l'ensemble du marché, avoir une majorité. Et peut-être sur l'appropriation de l'outil, je dirais que comme c'est un outil numérique, ben, il y a parfois un peu de réticence. Après, voilà, vu le peu de complexité de l'outil, ça va. Même les producteurs les plus, comment dire, anti-smartphone, ils se sont plutôt adaptés, quoi. Ça reste quand même quelque chose d'assez simple euh, d'utilisation. Il y avait une question après de Pascal, plutôt sur le conventionnement. Pascal, je ne sais pas si tu veux la poser à l'oral. Alors, tu as ton micro ouvert, Pascal, mais moi, je ne t'entends pas. Bon. La Excusez-moi. question. Ah oui, Voilà, oui, on t'entend. voilà, excusez-moi. Oui, j'ai bien compris que c'était des lieux, des producteurs qui étaient conventionnés. Voilà. Mais est-ce que quand on a des producteurs qui vendent des produits assez étendus, est-ce que vous avez été amené à faire des conventions avec eux sur les types de produits? Je pense bon, à la question de l'alcool, à la question de produits trop transformés. Voilà. Donc, je posais cette question. Ouais, réponse rapide parce que autant sur des producteurs, ça se pose pas trop la question, sauf s'ils sont des producteurs d'alcool et de vin, du coup ils sont pas conventionnés. Mais c'est plus pour des boutiques. Donc en fait c'est assez simple parce que les systèmes de gestion internes au magasin permettent de calquer à minima le fonctionnement de la Mona sur les tickets resto. Et en fait, comme dans les tickets resto, on n'a pas droit à acheter d'autres produits qu'alimentaires. En fait, certains se sont calqués sur le même fonctionnement. Parce que nous, on est sur un conventionnement voilà, l'intégralité des produits du producteur ou de la boutique. On n'a pas de découpage, contrairement à d'autres territoires plus ou moins fins, produit par produit. Le conventionnement est parti en premier temps sur l'intégralité du commerce, avec du coup en excluant produits non alimentaires et alcool. Super, il y avait une dernière question dans le chat, plutôt pour faire le lien entre recherche et action. Maxime, il demandait est-ce que vous sauriez comment est organisée l'interaction entre la recherche et l'action et comment ça a été pensé dès le départ du projet? Oui, bah alors, en fait, déjà, il y a une spécificité, c'est que le projet est né dans le cadre d'une recherche-action, en tout cas, a pris une forme de recherche-action, et ça, c'est plutôt grâce voilà, au binôme qu'on a créé au départ, c'est-à-dire d'un côté
moi avec une entrée plus euh, euh, monde agricole, on va dire, et Pauline Scherer, qui est sociologue, qui pratique la recherche-action, et donc automatiquement, le projet est devenu un projet de recherche-action, même si à la base, c'était un projet de coopération. Voilà. Là, c'est plutôt la forme et les intentions du départ qui étaient très orientées recherche-action. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que les sujets sur lesquels on travaille, ce sont des sujets investis fortement dans les laboratoires, dans les labos de recherche en agronomie, en sociologie ici à Montpellier. Je pense notamment à l'UMR Innovation et voilà, il y a le CIRAD, la chaîne UNESCO Alimentation du Monde qui sont présentes à Montpellier et qui travaillent notamment sur ces sujets. Donc, ça a été, je dirais, relativement facile d'embarquer des chercheurs sur les réflexions autour du projet de caisse. Et donc après, tout a été une question de structuration de dispositifs de suivi, évaluation, de recherche de financement pour la recherche. Mais voilà, je dirais que la présence de Pauline Scherer dans le copilotage de l'expérimentation a donné une connotation forte de recherche-action. Bien. Et il y avait une dernière question de Manuel. Peut-être que tu veux la poser à l'oral sur la clarification des différentes instances de la caisse alimentaire. Oui, merci. Et désolé si je reviens un peu en arrière sur tout ce qui a été évoqué ou pas, mais ça me permet de clarifier, enfin de comprendre mieux ce qui a été dit. Euh, du coup, est-ce que moi j'ai cru comprendre qu'il y avait un comité de pilotage dont vous faisiez partie, Marco et Charles, grosso modo, ce qu'on pourrait appeler un comité de pilotage, qui avait donné les grandes lignes de ben voilà, on veut faire une caisse avec l'inspiration des trois piliers de la SSA, etc. Ce cadre a été donné à un comité citoyen. Et ensuite, ce comité citoyen a donné des critères de sélection d'expérimentateurs et expérimentatrices qui ont été ensuite, du coup, tirés au sort, si j'ai bien compris. Mais est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je me trompe? Quelle était la chronologie de création de chacun de ces groupes-là? Est-ce qu'il y en avait d'autres? Et quel était le rôle de chacun de ces groupes-là? Ouais, je crois que je suis allé un peu vite là-dessus, mais effectivement, euh, le, le départ du projet est un projet de coopération territoriale. Donc, on a un mandat, donc avec Pauline, avec deux structures, un mandat de 2 ans de travail de la coopération territoriale. Ça, c'est le projet Territoire à vivre. Et en fait, on n'avait pas l'idée de monter un comité de pilotage d'une caisse alimentaire. Voilà, on avait des intentions de coopération pour transformer les solidarités alimentaires. Donc, on a créé un collectif qu'on appelait collectif de coopération qui s'est réuni, qui a fait ses diagnostics, qui a partagé ses enjeux et ses besoins. Ça, c'est devenu l'instance qui a travaillé les sujets, donc la création d'une monnaie alimentaire, la création une mobilisation citoyenne dans la perspective de créer un comité citoyen. Ok. Et en fait, pour grossir le trait, je dirais un collectif de coopération qui modélise et qui porte collectivement l'expérimentation de caisses alimentaires communes, d'accord? Qui décide que dans les morceaux de l'expérimentation, ben en fait, on facilite l'émergence d'un comité citoyen de l'alimentation qui va être mandaté de travailler 3 sujets: le conventionnement, la gestion du budget et donc la cotisation et l'entrée des nouveaux expérimentateurs. Voilà. Finalement, ça se recoupe très bien avec les questions les 3 piliers de la SSA. Mais effectivement, à la base, c'est pas un comité de pilotage, c'est plutôt un collectif qui porte l'expérimentation et qui participe à l'émergence d'un comité citoyen. Moi, je dis souvent il y a un déplacement comment dire, de pouvoir, d'une réflexion, cette volonté de travailler sur le sujet de la démocratie alimentaire qui a été problématisée, qui a été questionnée et qui a pris la forme de dire, voilà, mettons en place un dispositif de démocratie directe autour de l'alimentation avec la création d'une convention citoyenne sur la gestion d'un budget. Voilà, donc ça, c'est un peu l'historique. Des structures associatives et économiques dans lesquelles des collectivités locales, villes et métropoles prennent place au même titre que les autres, qui modélisent un projet de caisse alimentaire, qui créent un comité citoyen, à qui donne en gestion le budget de la caisse. Ok. Et donc aujourd'hui,
tout la gouvernance qui est très fluide, qui n'est pas forcément figée, sous laquelle on travaille pour qu'elle soit encore plus comment dire, Lisible. lisible aussi, voilà, va dans ce sens-là d'une articulation entre trois niveaux de travail, un niveau de travail citoyen, qui est plutôt incarné par le comité citoyen, un travail de la société civile organisée, je dirais, je sais pas comment dire, mais qui est plutôt incarné par le collectif de coopération, et ensuite un dialogue avec des collectivités locales, et voilà, qui prend notamment la forme d'une convergence autour du projet Terrasol, quoi. Ok, super, merci pour la clarification. Merci. Du coup, désolée de ne pas avoir pris la question avant. Je pensais que ça avait été répondu. On arrive à la fin du temps. Il n'y a plus de questions dans le chat. Donc, je pense qu'on peut peut-être s'en arrêter là. Je pense que tout le monde est aussi fatigué. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Montpellier pour la présentation de la caisse. Et juste pour un petit rappel des dates, du coup, ça c'était la première session d'audition ouverte et bah, ça continue. Et la prochaine aura lieu le 20 février de 16h à 18h et ça sera une présentation de la caisse alimentaire dans le 8e à Lyon. Je vous remets le lien au cas où vous ne seriez pas inscrit ou si vous voulez le transmettre pour vous inscrire à d'autres projets de caisse qui se posent des questions. Et merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.